Bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te présenter Stéphanie Beaubien, aussi surnommée la Frondeuse. Passionnée de périnatalité, Stéphanie a démarré son aventure dans le domaine avec l'arrivée de ses enfants et a rapidement évolué pour devenir une référence en portage, aidant plus de 200 familles à mieux porter leur bébé. Sa curiosité académique l'a conduite à explorer en profondeur les impacts de l'ocytocine et du maternage proximal, ce qui a donné naissance à son podcast dédié. Aujourd'hui, elle se consacre à soutenir et à former les entrepreneuses en périnatalité pour qu'elles puissent surmonter les défis uniques de ce secteur et transformer leur passion en une business viable. Je suis vraiment excitée de discuter avec elle des enjeux du monde de la périnatalité, mais surtout de sa vision de la tarification éthique. Reste avec nous, ça promet d'être une conversation très inspirante. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir. T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors officiellement, bienvenue Stéphanie! Merci Mélanie! Je suis super contente de te recevoir parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, on va parler aussi du monde de la périnatalité dans l'épisode. Et d'ailleurs, avant de plonger dans ce vaste sujet, j'aurais envie que tu nous présentes ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené finalement à travailler là-dedans, puis après ça, à coacher, accompagner les professionnels en périnatalité? Eh oui, c'est un long parcours qui a commencé par avoir des enfants. Donc, souvent, on tombe en périnatalité parce qu'on a nous-mêmes des enfants, parce que c'est quasiment un univers qu'on ne connaît pas si on n'a pas de près ou de loin où on travaille pas justement avec des jeunes familles. Et donc, quand moi, j'ai eu mon premier garçon en 2018, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était, tu sais, l'accompagnement à la naissance. J'ai eu moi-même une doula pour mon premier accouchement. J'étais déjà super intéressée à faire du portage parce que j'avais vu ça dans mes voyages un peu partout, tu sais, de cette proximité-là de la mère et du bébé. Puis je trouvais ça donc bien cool, tu sais. Et aussi, on habitait à Montréal à ce moment-là, au 2e étage, avec full d'escaliers. Puis je me voyais vraiment pas descendre avec une poussette, là, puis un bébé dans les bras. Je suis comme, ça va pas marcher. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je me suis intéressée au portage. Puis c'est comme ça que ça m'a ouvert la porte un peu du monde de la périnatalité. Petit à petit, ça m'a interpellée et j'ai compris à un moment donné ça existait des monitrices de portage, donc des expertes sur comment utiliser les outils de portage. J'ai fait ma formation pour devenir monitrice et j'ai gradué en février 2020. Je sais pas, toi, t'étais où, là? C'est un beau momentum pour commencer quelque chose de nouveau. Oui, puis à ce moment-là, les cours de portage, les ateliers de portage, c'était tout en réel, là, en présentiel. Ben oui. Et moi, j'en ai fait, là, puis ça prend quelqu'un en live, là. C'est exactement ça. Tout le monde avait cette conception-là dans la tête que, mon Dieu, on peut pas faire ça en virtuel, c'était bébé. Et moi, j'ai commencé ma pratique en tant que monitrice en virtuel. Ça a starté là parce qu'on était en mars 2020. Que veux-tu? C'est pas le choix. Et donc, j'ai beaucoup de parents coincés avec leurs enfants durant la pandémie. C'est vraiment là que j'ai fait mes dents et j'ai commencé à m'intéresser encore plus large à ça, à toute la neuroscience, au maternage proximal. Puis là, j'ai creusé vraiment en deep. Puis c'est comme devenu un vrai gros gouffre dans lequel j'ai sauté à plein... Bon, faut comprendre, si tu connais le Human Design, moi, j'ai une ligne 1 très forte. Donc, quand je tombe dans quelque chose, je veux tout savoir en profondeur jusqu'au fond, dans cette niche-là. Et je me suis rendue jusqu'à moi-même devenir formatrice de monitrice de portage. Oui, j'ai allé vraiment loin. Et c'est là, quand j'ai commencé, moi, à former des monitrices, à voir ça autour de moi, je me suis rendu compte que c'est souvent des femmes qui accumulent différentes formations. Elles sont pas que monitrices de portage, elles sont aussi des fois consultantes en lactation, intervenantes famille dans des organismes, ou des fois même à leur compte, là, consultantes du sommeil du bébé,
etc., réflexes archaïques, il y en a plein, là. Vaste monde qu'est la périnatalité. Puis là, ces filles-là, elles commençaient à me poser des questions, dire « Ah, toi, comment tu y arrives? Comment tu fais ta comptabilité? Moi, je comprends pas pourquoi je suis pas rentable, mais j'arrive pas à payer mes factures. » Puis moi, je les regardais, je fais « Ben, c'est parce que t'es un travailleur autonome, tu sais. » Là, ils me regardaient, « Travailleur autonome. » Ouais, c'est ça. Oh, C'est... OK. Donc, c'est comme ça que j'ai compris que l'univers de la périnatalité, ben, il était tellement vaste, puis c'était tellement des professionnels qui arrivaient là-dedans par passion, sans savoir qu'elles devenaient des travailleurs autonomes, des chefs d'entreprise à ce moment-là. Mhm. Vraiment. Puis est-ce que ça m'intéresse, mais j'imagine que, tu sais, il n'y a pas d'études nécessairement que tu as pu faire avant qui t'auraient prédisposé, je pense, à cette carrière-là. T'arrivais de quel milieu, mettons, Ouais. avant d'être maman? Hey, ça, c'est vraiment une bonne question, piège. Ah oui? Oui, Bon, parce je que... veux pas te piéger, Non, là. non, c'est pas... C'est plus que, tu sais, en entrevue, quand tu passes des entrevues, là, puis là, ils te demandent, oui, Ouais. racontez-nous votre parcours. Oh boy! Je les regarde, je fais, avez-vous 2 jours, T'as-tu là? 2 heures? C'est ça. C'est 2 ans. Assis-toi, Ouais. tire-toi une Toi, bûche. les études que je dirais qui m'ont prédisposée à bien aider présentement ces femmes-là, c'est le fait que je viens du domaine du spectacle, de l'événementiel. Donc, j'ai fait un baccalauréat en scénographie. Donc, tout ce qui est les éclairages, les Mm. costumes, la direction technique quand tu regardes un spectacle. Et ça fait Oui. des travailleurs autonomes dans la vie. Tu sais, tu deviens pas salarié dans ce job-là. Tu es Ouais. indubitablement un travailleur autonome. Et donc, moi, depuis 2012, je suis travailleuse autonome. Je gère ma petite business de moi tout seul. Et j'ai donc développé des compétences au fil du temps. Je me suis pété les dents, j'ai appris beaucoup de choses. Puis c'est un peu ça que je réussis maintenant à comprendre puis à accompagner les filles là-dedans. De par, moi, mon expérience terrain d'être une travailleuse autonome. Puis quand je suis rentrée dans la périnatalité, pour moi, c'était juste une continuité de ce que je connaissais Ben déjà, oui. mais qui n'est pas nécessairement la réalité de tout le monde qui arrive dans l'entrepreneuriat ou à son compte, là. Non, puis c'est aussi de la coordination, c'est... Il y a un peu de créativité, ça se peut-tu, pour la scénographie ou pas Beaucoup, tant? beaucoup, Oui, là, c'est ça, oui, hein? là, c'est C'est ça, j'ai une amie qui extrêmement... étudie là-dedans. Oui, Mm. oui, C'est une oui. fille très créative. Ouais, ouais, Ouais. on est des bébites assez flyées, les scénographes, c'est tout ce qui est vu, entendu, donc les univers sonores, les Ouais. éclairages, les costumes, les accessoires, la marionnette, c'est extrêmement vaste comme champ d'expertise, c'est vraiment ce qui est trippant là-dessus, en fait, là, ouais. C'est très cool. En fait, tu sais, des fois, on sous-estime, je trouve, le bagage qu'on a avant d'être entrepreneur. Tu sais, on a l'impression que on commence au jour 1, tu sais, mais je suis sûre que même, tu sais, les clientes que tu accompagnes, qu'elles soient issues de d'autres milieux, tu sais, même des fois, il y a beaucoup, des fois, des enseignantes qui changent de carrière ou même des, je sais pas, tu dois avoir quand même beaucoup de gens peut-être qui gravitaient autour du domaine de la santé, tu sais, souvent prendre soin, je sais pas, là, à toi de me le dire, mais je trouve que des fois, on dévalue, je pense, le parcours avant d'être entrepreneur, puis pourtant, regarde, comme tu viens de le dire, il y a plein de choses que tu peux rattacher, des compétences, d'expériences. Mais tout à fait. Puis je pense que ça s'adresse aux entrepreneurs, solopreneurs en général. Tu sais, pas que Oui. ma gang là, en périnate, mais toutes les solopreneurs, on néglige cet aspect-là de regarder un peu derrière notre épaule. Parce qu'à un moment donné, on a décidé de faire une session, tu sais, une décision entre ce qu'on était avant d'être en entrepreneuriat puis ce qu'on est maintenant. Puis là, on calcule nos formations, nos diplômes, ce qu'on a appris depuis qu'on a décidé d'être solopreneur. Mais ce qu'on a fait avant, là, vaut autant, là, en fait, dans la valeur qu'on peut apporter à nos clients parce que c'est ce qu'on est, c'est l'addition de toutes nos expériences aussi qui nous aide à avoir un regard vraiment global là, sur la façon qu'on accompagne nos clients. Ben oui, vraiment. Puis justement, parlons-en du domaine de la périnatalité. Puis j'ai envie d'élargir ça parce que je pense que ça va parler aussi à celles qui sont dans le monde du bien-être, de la santé, tout ça. C'est quoi les principaux enjeux, justement, de ces professionnels-là avec qui tu collabores et que tu travailles? Bien, le premier, c'est ce qu'on vient juste de parler, c'est reconnaître sa valeur. Hmm. Prendre conscience de sa valeur et
c'est lié ça à ben, je suis qui moi pour demander de l'argent pour faire ça. T'sais. Il y a tout ce côté-là aussi de moi je suis là pour aider les gens. Puis c'est pour ça, comme tu l'as dit, oui, les filles en périnatalité, mais toutes les autres femmes. Là, je vais vraiment peser mes mots, là, plus, il y a les hommes, je vous exclue pas de ça, mais c'est vraiment beaucoup plus de filles qui font des jobs qui servent à aider les gens, prendre soin d'eux, accompagner. Hein. Bon, donc, ces femmes-là, elles sont tout le temps un peu comme en... C'est comme une dichotomie en dedans d'elles, c'est comme une petite guéguerre interne de « Ah, mais non, moi, je suis là vraiment pour aider les gens, je peux pas leur demander de l'argent en échange, là, mais, tu sais, je veux pas monter mes prix, d'un coup, ils sont pas capables de me payer, je pourrais pas les aider. » Fait que c'est... Très Mère Teresa, hein, comme oui, réflexe. Oui, oui, Annie Prévost, salut. Mais tu sais, c'est beaucoup... Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça, puis... et c'est pourquoi... Quand je travaille avec ces femmes-là, c'est la première chose qu'on fait, c'est prendre conscience de tout leur bagage avant qu'elles changent de carrière, on va dire ça comme ça, qu'elles se lancent dans une nouvelle carrière ou qu'elles décident de se lancer à leur compte. Et toute maintenant, la formation qu'elles ont. Et que peu importe, même si l'autre à côté, l'autre concurrente qui a la même formation qu'elle, mais ça fait 5 ans qu'elle fait ça, là, ils vont se comparer aussi. Ben là, je peux pas charger le même prix qu'elle, ça fait 5 ans qu'elle fait ça. Oui, mais tu as la même formation. Je veux dire, le plombier, là, quand il devient plombier, là, il charge le même prix pour déboucher ta toilette, là. C'est pas parce que il est plus neuf, là, qu'il va charger moins cher. c'est pas ça, là. Lui aussi, il aide, là, tu sais. Au final, il rend un service, là, mais le service a une valeur qu'on a attribuée. Fait que c'est vrai que c'est le même réflexe qu'on devrait avoir. Hein? Ben oui, la coiffeuse aussi, elle t'aide, là, à moins que tu sois capable de te couper les cheveux tout seul. Tu sais, tous les entrepreneurs, tous les business fonctionnent sur le principe d'aide, en fait, tu sais. C'est une transaction monétaire, soit parce qu'on vit plus dans un monde de troc, sinon on ferait du troc. Et là, on a besoin de cet argent-là pour subvenir à nos besoins. Mais tout le monde, on est tout le temps en train d'échanger de l'aide. Ouais. Tu sais, les entrepreneurs, c'est ça, tu as une solution, puis tu réponds à une problématique. Si c'est pas ça présentement ta business, il y a quelque chose qui marche pas, là, appelle Mélanie, là, on s'en parlait, mais tu sais, parce que il faut que tu répondes à un problème et c'est ça que tu mets de l'avant. Tu dis, moi, ça, c'est ma solution à ton problème. Et c'est normal de demander en échange une rétribution monétaire. Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, à part le fait de reconnaître sa valeur comme chapeau, tu sais, tu le disais tantôt, de chapeau d'entrepreneur ou de travailleur autonome, c'est de comprendre que c'est pas juste un hobby ou tu sais, comme une petite activité sur le site que, tu sais, à la limite, il faut que ça t'aide à bien vivre et pas à te mettre en danger financier, là, avec des gros guillemets, mais c'est quoi les autres enjeux auxquels, justement, ces femmes-là font face là, par rapport à ce chapeau-là? Oui, bien là, tu viens d'en toucher un autre aussi, qui est la communauté ou la perception qu'on dit des professionnels du milieu de la périnatalité. On entend ça, là, que c'est communautaire, c'est pas rentable, tu pourras pas vivre de tout ça. Fait que déjà, elles arrivent dans cette profession-là en ayant ça comme, je sais pas, mais comme impression que ça va être ça, en fait, qu'elles pourront pas vivre à temps plein de cette passion-là qu'elles ont. C'est ce qu'on leur dit, tu sais. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi je fais ce que je fais, c'est que moi, je me refuse à ça. Je refuse de croire que celles qui aident, les professionnels de la périnate, les professionnels de l'aide, peu importe les thérapeutes, c'est toute ce gang-là qui aide. Qui aide les autres, qui prennent soin des autres. C'est pas vrai que c'est que communautaire. C'est pas vrai que c'est pas rentable, que ça doit ne pas être rentable, que ça doit être tout le temps en bénévolat puis en pro bono, tu sais, moi je me refuse à ça. C'est mon constat de départ de mon entreprise, c'est non, ça n'a pas besoin d'être que communautaire et pas rentable. C'est tellement ancré, je trouve, même dans la société, là j'élargis le point de vue, mais tu sais, par rapport à ce qu'on entend, par rapport aux infirmières, aux enseignants. Ah oui, mais c'est une vocation. C'est ça. T'as peu, là. C'est un métier aussi, là. C'est une profession, là. On dit pas ça d'un avocat. Ah oui, mais c'est une vocation. La justice, tu sais, il devrait pas charger ce prix-là parce que c'est une vocation. On dit pas ça. On le dit avec les métiers de bien-être, ça me passe un peu. Ah non, mais t'as tellement raison, là. Moi aussi, ça me... Puis
par rapport aux avocats, il y a quand même une twist intéressante. Si c'est un homme avocat qui défend des Oui. criminels, mettons, on va pas Mhm. dire que c'est une vocation. Mais si c'est une avocate femme qui, elle, défend Aide les juridique, genre. victimes d'agressions Ouais. sexuelles, là, on va dire, ah, c'est une vocation. Mhm. Pourquoi? C'est le même Ouais, c'est ça, métier. c'est l'espèce de morale à double standard, là, je trouve. Mm. Oui, non, tout à fait. Ça me fâche, en fait. Ça me déçoit, puis ça me fâche d'entendre encore ça en 2024. Je me dis, il me semble que, tu sais, je sais que ça vient de, traditionnellement, les métiers féminins d'aide à l'autre ont Ouais. été portés justement ben, par des femmes. Tu sais, des métiers d'infirmière, enseignante, prendre soin de... C'est beaucoup dans l'aspect féminin. OK, mais c'est correct, là. C'est pas ça le problème. Vraiment pas du tout. Le problème, c'est que souvent, c'est des femmes qui ont fait ça sans rémunération parce qu'elles étaient mamans à la maison, parce qu'elles aidaient leurs sœurs, leur communauté. Ça fonctionnait comme ça. La tribu, Mm. c'était le même, là. Et là, maintenant, le paradigme a totalement changé. C'est plus ça, là. C'est des femmes qui sont en emploi, qui doivent générer des revenus pour subvenir à leurs besoins. C'est ça, la réalité. Mais on dirait qu'on n'a pas réussi à faire ce shift-là dans certains des métiers, dont ceux de prendre soin puis d'aide de la périnatalité des infirmières, des enseignantes, tu sais. Ouais. Ben vraiment, on n'a pas changé la prescription de nos lunettes depuis, là. On serait dû pour un petit update. Un petit tune-up, là. Puis on dirait que j'ai comme spontanément le goût de te poser la question. Tu sais, justement, on part avec peut-être un prérequis, pas un prérequis, mais une conception de départ que justement, c'est un métier qui n'est pas nécessairement les plus, on va dire, rémunérateurs, les plus payants. Mhm. Est-ce que c'est une fausse conception? C'est-à-dire que est-ce que toi qui as vu le milieu aussi changer depuis que toi t'es maman, tu sais, est-ce que il y a une place. Comment je repose ma question. En fait, est-ce que selon toi, il y a une possibilité de très bien en vivre? Est-ce que le marché est là, il existe, ou il y a encore des défis de faire comprendre la valeur aussi dans les yeux des clients parce que ça reste un métier nouveau quand même là, dans l'histoire moderne, on s'entend. Tu sais, un avocat, on comprend, un infirmière, on comprend, mais là, doula, tu sais, c'est arrivé sur le tard dans notre histoire. Fait que, est-ce que tu penses qu'il y a un peu de ça? Il y a beaucoup de ça. Puis, tu sais, c'est arrivé... On va prendre l'exemple du métier de doula, parce que chacun des métiers a ses particularités, mais celui de doula, je l'apprécie beaucoup comme exemple parce que c'est arrivé sur le tard dans le format actuel qu'on connaît, mais par le passé, ça a toujours eu... ça s'est toujours fait, tu sais, t'accouchais, ben ta sœur plus vieille, ta mère, la tante du village, il y a quelqu'un d'autre qui était là et qui maternait la mère. Donc, le concept de doula, d'accompagnante à la naissance, a toujours eu, là, depuis qu'on fait des enfants, là, d'après moi, c'est un concept qui existe, ça c'est sûr. Mais là, ce qui a changé, c'est donc, maintenant, c'est un métier. Donc, c'est plus ta grand-mère qui t'aide, qui te materne au moment où tu donnes naissance à ton enfant, c'est une professionnelle. C'est ça, là, on dirait qu'on a eu de la Ouais. difficulté à faire là, maintenant, c'est une professionnelle qui a une expertise là-dedans, qui a fait des études, qui a eu des formations précises, et donc, elle devient une experte au même titre que l'avocat, le plombier, tous les autres. L'électricien, name it. Électricien, c'est effectivement exactement, tu sais. Donc, ouais. Donc, la doula Mais y a-tu comme un travail à faire encore, quand même, Oui. de valoriser par rapport, tu sais, parce que il y a souvent la réflexion, tu sais, quand tu parlais justement de reconnaître sa valeur comme professionnel et, on va dire, charger le bon prix aussi en Oui. conséquence, mais il y a comme un double travail à faire, c'est-à-dire de faire comprendre, de véhiculer cette Ouais. valeur-là au niveau de ta clientèle cible. Ouais. Est-ce que, selon toi, on est encore à cette étape-là, tu sais, au Définitivement. niveau marketing, si on veut, Ah là? oui, tu sais, définitivement, tous les professionnels du milieu de la périnatalité, puis là, on va englober même les autres, là, celles qui sont dans l'aide, puis tu sais, tous les métiers de prendre soin d'eux, Mhm. ont besoin encore beaucoup d'éduquer leur clientèle. Comme beaucoup d'autres entrepreneurs, solopreneurs aussi ont besoin d'éduquer leur clientèle sur Ben les oui. bénéfices, là. C'est pas juste la périnate, là, c'est Non. un constat at large. Là où c'est différent, c'est qu'on parle à un client idéal qui est très rapide dans le temps.
Tu sais, tu n'es pas Hmm. enceinte pendant 2 ans, là. Il y en a que oui, mais il y a quand même une petite pause Il y entre a une les deux. petite pause, c'est ça. Et fait que là, ton Mais je comprends ce client, que tu veux il dire. faut que tu le pognes vite, là. Faut qu'il gravisse vite, là, toute l'échelle, là. Ouh! Hmm. Tu sais, toute l'échelle de conscience de son problème, puis de OK, il y a une solution, puis t'es l'experte, puis là, je t'achète, là. Damn! Pour une doula, Mhm. là, ça y va au toast parce que Ouais. le premier trimestre, les femmes sont encore dans le flou de, on sait même, tu sais, on n'ose pas en parler dans la société parce qu'on sait pas si la grossesse va continuer, tu sais. Hein. Bon, rendu après 12 semaines, OK, là, je peux commencer à en parler, mais t'as déjà comme le tiers de fait. Il te Ouais. reste le milieu de ta grossesse où que là, tu commences à te sentir pas pire. Là, tu commences à t'intéresser peut-être au sujet, mais tu focuses pas mal plus sur l'accouchement et non pas tout ce qu'il y a après. Tu sais, on est déjà aussi là-dedans. Fait que là, faut que la doula démontre son expertise rapidement pour qu'elle dise c'est quoi qu'elle fait, c'est quoi un accompagnement à la naissance pour vrai, qu'est-ce qu'on fait. Tout ça dans un laps de temps hyper rapide. C'est là qui est l'enjeu de ces professionnels-là, c'est qu'elles doivent rapidement faire comprendre qu'est-ce qu'elles font, la valeur qu'elles peuvent apporter justement à ce client-là et démontrer leur expertise pour que le client passe à l'achat, passe à l'action avec elle. C'est rapide, c'est extrêmement rapide. C'était un excellent point. J'avais pas pensé à ça en préparant l'entrevue, mais tu as raison. C'est une particularité Oui. qui est très, qui est très distincte, je te dirais, de certains autres professionnels. À la limite, si il y en a qui ont le rôle un peu doula plus monitrice de portage, tu sais, conseillère en allaitement et tout ça, à la limite, la fenêtre est peut-être un petit peu plus grande en termes de possibilités de servir des nouvelles mamans, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à cette idée-là. Donc, puis est-ce que tu penses, parce que je sais, tu me diras, là, mais tes mamans, ton plus vieux, il a quel âge? Ton plus vieil enfant, ça fait combien de temps? Il a officiellement 6 ans. Donc, mon 6 ans. plus vieux Bon, a c'est ça. 6 Fait ans. qu'il y a six. Ouais. Mais est-ce qu'il y a 6 ans, je cherchais, tu me l'avais dit en plus tantôt, puis j'ai oublié, mais mettons, il y a 6 ans, Ouais. dans la fenêtre des dernières Ouais. années, est-ce que tu as remarqué une évolution, un changement ou c'est assez stable comme demande par rapport à ces services-là? Ça dépend des secteurs. Ça dépend si les CLSC, donc tu sais, les infirmières périnates, les infirmières du 0-5 ans, sont les meilleures ambassadrices de tous ces professionnels-là qui gravitent autour des familles et aussi les organismes familles, donc les maisons des familles, etc. Donc ces Oui. OBNL-là qui ont comme mission justement de supporter les jeunes familles. Si c'est un secteur où il y a de façon très bien implantée et de la belle publicité, puis on comprend, puis on va chercher les familles, ou on va chercher les femmes enceintes. Oui, là, ça fonctionne mieux, on connaît plus qu'est-ce que font certaines des professionnels, s'il y a des haltes allaitements d'implanter, s'il y a des organismes de marraines d'allaitement, s'il y a des boutiques qui offrent des outils de portage avec des monitrices de portage à l'intérieur qui peuvent t'expliquer. Fait que ce qu'on comprend, en fait, c'est par rapport à que le client voit et soit touché par ce secteur-là, ces professionnels-là, rapidement au niveau de la grossesse. Si tu es dans un village très loin, puis que tu as juste des contacts sur les réseaux sociaux, là, c'est une autre game. Ça va dépendre, ben toi, t'es qui tes amis, t'es dans quel groupe de Ouais. parents, puis tu sais, fait que là, c'est un petit peu plus hasardeux. Mais en moi, en 6 ans, la différence que j'ai vue, elle est complètement biaisée. Parce que vu que je suis intimement liée, surtout au domaine du portage pour commencer, puis après ça, moi, autour de moi, c'est juste des professionnels de la périnate. À 80%, mes clientes viennent de cette niche-là. J'en ai d'autres aussi qui sont comme des thérapeutes, des hypnothérapeutes, des choses comme ça, mais moi, c'est complètement biaisé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de professionnels, mais c'est parce Oui, que c'est j'en ai ça. de plus en plus dans mon univers. Et j'en découvre, et en Europe et ici, c'est des réalités différentes aussi que les femmes vivent. Mais ça reste tout le temps, leur enjeu principal, c'est de faire connaître leur service, de démontrer à Mm. quel point c'est pertinent ce qu'elles ont à offrir aux jeunes familles, qu'elles peuvent réellement les aider sur le long terme. Leur action est très petite, mais l'ampleur, la valeur que ça découle sur les années futures de l'enfant ou même sur tu sais, le lien d'attachement avec la famille et tout ça. Fait que c'est ce que j'aime avec ces femmes-là. Je leur dis, ça se décuple, là. Ton impact, elle est beaucoup plus grande que juste l'heure que tu peux passer là avec la famille, tu sais. Ouais, vraiment. Puis je pense que c'est les
peut-être au niveau de la valeur perçue, tu sais, je pense que ça touche un peu aussi au domaine, par exemple, tu sais, je pense à des naturopathes, par exemple, ou des gens, même des nutritionnistes, tu sais, ta Oui, demande d'investir dans son bien-être, dans oui, son oui, équilibre. C'est de s'autoriser aussi à se permettre d'être entouré de professionnels pour s'aider. Fait qu'il y a tout, je pense, cet aspect-là à communiquer qui est important de qu'est-ce qu'on en ressort de ces expériences-là avec des professionnels qui sont là pour nous aider, nous accompagner. Fait que, ouais, oui, il y a clairement c'est... un profil de clients plus idéaux pour les Ouais. professionnels de la périnate, clairement. Puis des fois, quand on me dit, oui, mais moi, je vais aider tous les parents, je sais que je peux toutes les aider, je dis, je sais, là, Hmm. mais ils sont pas tous prêts à t'entendre, puis à t'écouter, puis ils sont pas tous attentifs à ce que tu dis, tu sais. Fait que c'est aussi ça un enjeu dans les yeux de la professionnelle parce qu'elle a dit, non, mais toutes les familles devraient avoir une doula à leur accouchement. Je dis, oui, je suis bien d'accord avec toi, mais elle, c'est pas tous tes clients idéaux nécessairement, tu sais. Non, clairement. Puis ça, c'est pour tous les Oui. entrepreneurs qui écoutent. Oui, ce n'est C'est pas la que... même chose. Ouais, ouais, faut vraiment faire l'exercice parce que tu te dis, ben, tu sais, techniquement, je peux aider tout le monde. Puis quand je me suis lancée, tu sais, moi-même à mon Mm, compte, j'avais un peu cette impression-là que, ah, ben, tu sais, moi, je pourrais toucher un peu à tout. mm. Tu sais, j'ai un profil très généraliste, fait que j'ai comme le goût d'embarquer dans plein de projets, plein de trucs. Puis rapidement, là, tu fais comme, OK, non, là, je perds le contrôle, je dois vraiment faire des choix puis me concentrer sur des segments du marché qui viennent plus me rejoindre par rapport à ce que moi j'ai à offrir. Fait que c'est un excellent point, Oui. assurément. Se nicher, Puis j'ai se envie... nicher. Ah, oui, la La niche. niche, le client On n'en idéal. parlera jamais. C'est un sujet qui revient souvent, Mm. hein. En marketing, c'est clair que ça fait partie des fondements sur lesquels se pencher. Puis là, j'ai envie de t'amener dans un sujet que je t'ai entendu parler et qui m'a comme titillé pas mal. J'avais le goût de t'entendre parler de ça. C'est la tarification éthique Oui. que tu as abordée. Je me souviens plus où je t'ai entendu parler de ça. Puis j'ai fait, ah, c'est intéressant parce que justement, on, on a parlé de l'enjeu d'assumer sa valeur, de charger pour justement ce qu'on a à offrir et que non, on fait pas du bénévolat puis on n'est pas en mission humanitaire, on a une business à faire rouler. Puis là, quand tu t'es mis à parler de tarification éthique et de comme trouver une façon justement de charger pour sentir que oui, on accomplit notre mission. Mais bref, je veux pas je veux que tu l'expliques mieux que moi. J'ai le goût que tu démystifies ça. C'est quoi Ouais. pour toi, finalement, une tarification éthique? Ouais. C'est le nerf de la guerre pour beaucoup d'entrepreneurs du mieux-être ou qui aident parce que justement, elles veulent aider. Qu'elles veulent pas échanger de l'argent. Elles veulent aider, elles voudraient faire du bénévolat, puis être pro bono, pas de tout. Puis là, tantôt, on a dit que ça, c'était pas Hmm. possible. Fait que comment on rend ça Non. possible? C'est la question que je me suis posée. Et en bonne universitaire que je suis, je me suis mis à googler, puis à lire des affaires, tout ça. Puis je suis tombée sur deux choses qui, pour moi, ont comme, hein, m'ont allumé des grosses étincelles dans les yeux. Puis je vais y revenir sur ces deux choses-là. Puis ce que j'ai fait, en fait, je les ai juste fait communiquer entre elles, puis c'est ça, comme ça que j'accompagne mes clients. Donc, la première Hmm. chose, c'est le livre Ajoute un zéro d'Alexandra Martel. Hein. On va en reparler Ah, ben oui. encore, la papesse du pricing de Oui. valeur. Donc, la méthode de tarification à la valeur, c'est pas juste de mettre un gros chiffre, là, c'est pas ça, c'est que le chiffre, ton prix, reflète la valeur perçue dans les yeux de ton client. Donc, comment tu communiques ta valeur, comment tu compares aussi ton service avec le deuxième meilleur choix. Donc, si tes clients venaient pas à toi, à qui elles Mhm. vont. Donc, c'est vraiment une méthode pas à pas pour arriver à un prix. C'est pas toi qui dis, bon, ça vaut 10 000 parce que ça a de la valeur. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment plus, hein. Fait que la première chose à faire, c'est donc de se poser la question si ça serait quoi un prix à la valeur pour le service que j'offre. Mais une fois qu'on a ça, quand on parle donc d'avoir un prix à la valeur, on espère que c'est un prix qui va être plus haut que ce que toi, ça te coûte de donner ton service. Donc, tu sais, Idéalement, oui. idéalement, là, tu sais, on veut être rentable. C'est bien Oui. d'être rentable. Donc, tu sais, de calculer les dépenses que ça te prend, toi, pour offrir ton service, ton taux horaire, là, je fais des guillemets, là, ton taux horaire de production minimale. Allô, Hélène Sarah Bécotte, allez voir le budget de temps, c'est génial, ça vous enligne bien. Donc, quand tu commences, là,
tu essaies d'avoir ton seuil le plus bas possible, que tu peux pas vendre ton service en bas d'un seuil minimal, parce que là, tu t'es pas rentable, tu perds de l'argent, tu t'es pas payé ou t'as pas prévu tes impôts, tu sais, plein de belles choses qui se passent. C'est pire que du bénévolat. C'est vrai que c'est pire que du bénévolat. Parce que tu t'auto-exploites toi-même, tu sais. Bref. Et donc, le pricing à la valeur, donc cette méthode-là, te permet d'avoir un montant qui est profitable, c'est-à-dire qui est au-dessus de ta rentabilité. Dans un monde qu'on espère, là, c'est ça qui se passe. Donc, ça te fait une fourchette de prix. Tu peux vendre ton service, là, on va prendre des chiffres très simples pour l'illustrer. Tu peux vendre ton service 100 $ qui est ton seuil de rentabilité minimale, et le prix à la valeur pour ton client, il est prêt, lui, ton client, à payer 200 $ pour ça. Ça lui fait plaisir, il comprend que c'est ça la valeur que ça vaut, il est bien d'accord avec le prix, 200 $. Donc, toi, tu te mets à avoir donc une différence, un petit profit de 100 $. Bon. Moi, après, je me suis posé la question, comment on peut accompagner justement ces femmes-là puis les motiver à charger à la valeur leur service pour pouvoir ensuite offrir leur service à moindre coût à une famille qui ne peut pas se le permettre. Parce qu'en fait, c'est ça. Elle me disait, moi, je veux offrir du pro bono. Des fois, je le fais comme des gens qui m'appellent, ils n'ont pas l'argent, mais je le fais gratis avec eux. Puis là, je fais taper. Il y a sûrement une façon que tout ça peut fonctionner. Et c'est de mettre en place, donc, des modèles d'affaires éthiques. Il y en a plusieurs que tu connais sûrement. Le paie ce que tu peux. Donc, mets le prix que tu peux. L'entrepreneur dit, ben c'est le minimum que tu peux payer, c'est 50 $, puis tu mets ce que tu veux. Tu sais, tu rajoutes au prix que tu veux. Le modèle Robin des Bois, donc un prix à la valeur qui permet de refinancer des services totalement gratuits à d'autres personnes. Il y a, quand on va dans les cafés en attente, paye-toi un café, paye un café à quelqu'un d'autre, tu le mets sur le tableau. C'est des modèles d'affaires éthiques. Il y en a plein. Donc, mes deux préférés, c'est ceux-là. Le Robin des Bois, prendre aux riches et donner aux pauvres. Non, j'adore. Oui. Et le paie ce que tu peux. Ou une fourchette de prix. On va le dire comme ça pour clarifier. Donc là, on a notre fourchette de prix. Ton minimum de rentabilité, 100 $. Le haut de ta fourchette, ton prix à la valeur, 200 $. Et là, il reste un 100 que tu as en profit. Si tu dis, toi, dans ton marketing, tu parles à tes clients, tu dis, moi, quand vous prenez un service avec moi, il y a 10% de mes ventes, donc tu profites, dans le fond, 10% du montant que je mets dans ma petite banque du bonheur. Là, moi, je dis ça de même, mais tu peux l'appeler comme tu veux, là, tu sais. Donc, c'est beau. Oui, c'est poétique. Tu mets le 10% dans ta petite banque du bonheur. Donc, à toutes les fois que tu vends ton service au prix à la valeur, à 200 $, tu prends le 10%, puis tu mets ça dans ta petite banque du bonheur qui se garnit, qui grandit. Et là, tu annonces à ta communauté aussi que une fois par année ou une fois aux 6 mois ou peu importe, tu décides, toi, comment tu redonnes à ta communauté avec cette petite banque du bonheur. Est-ce que tu offres le même service à une famille qui ne peut pas se le permettre, sous forme pas d'entrevue, mais tu sais, tu dis aux familles, il y a un formulaire, tu peux me donner ton nom, si tu veux en bénéficier, tu peux pas te le permettre, laisse-moi ton nom, puis là, tu décides à qui tu offres ton service. Est-ce que c'est de l'offrir à 50% de rabais, une fois de temps en temps, une famille qui pourrait pas le payer à plein prix? Parce que toi, là, en le vendant à 50% de rabais, tu vas aller chercher l'autre 50% dans ta petite banque du bonheur, puis finir, toi, à te payer au juste prix, tu sais, de ta rentabilité. Donc, quand on parle dans mon univers, quand je parle de tarification éthique, c'est tout ce concept-là de réussir à comprendre notre prix minimal de service, notre prix à la valeur qu'on peut vendre ce service-là, qui nous permet de dégager des profits qu'on va ensuite redistribuer à notre communauté, puis oui, pouvoir réellement aider des familles qui ne pourraient pas se payer notre service, donner des ateliers gratuits, donner de la valeur totalement gratuitement en se payant nous-mêmes avec la petite banque. Puis ça fait boule de neige, parce qu'il y a tellement de gens qui vont travailler avec toi parce que toi, tu fais ça. Ils vont dire « Ah, plutôt que d'aller avec l'autre, je vais aller avec elle, parce qu'elle, je sais que je vais aider plus de maman puis de bébé. » Puis là, ça devient motivant quand les filles comprennent que plus elles vont vendre de leurs services, plus que la banque va se remplir, la banque du bonheur, et donc plus de familles elles peuvent aider. Puis là, on rentre vraiment, et quand ça clique en coaching avec moi, là, tu vois, les petites étincelles dans les yeux, elles font comme, là, je vais parler tout le temps de mon service, puis je vais en vendre, mais tout ça. Tu fais oui! Oui! C'est ça qu'on veut! C'est ça qu'on veut!
C'est transformer cette peur d'avoir l'air de la vendeuse de balayeuse. Tu vends pas, là, tu aides. Tu aides, tu sais. C'est vraiment un changement de façon de voir aussi là, la vente en soi. Tu sais, souvent, c'est la bête noire, justement, dans le domaine du bien-être, parce que on a l'impression qu'on peut être perçu comme un charlatan. Puis, tu sais, c'est assez drôle de voir que, tu sais, ça peut être vite une jungle, là, surtout, je pense au domaine, par exemple, de la santé, tu sais, où on voit des gens qui font des coachings très, très chers, alors que les nutritionnistes ont un ordre et doivent pas dépasser un certain tarif de consultation. Fait que, tu sais, c'est comme 2 poids, 2 mesures tout le temps qui est un peu difficile. Toi, à ton niveau, est-ce que tu as vu des professionnels adhérer à cette façon de faire-là, puis, tu sais, de bien s'en sortir, puis à la limite de sortir un peu cette comparaison-là du tarif et de... Ouais, mais là, tout le monde... Mettons, tu sais, je pense tout le monde charge 100 $, fait que moi, si j'arrive avec mon 150 $, ça marchera pas. Tu sais, des fois, on a cette pensée-là, là. Et tout le monde a cette pensée-là tout le temps. C'est beaucoup de travail sur nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs quand on décide d'être ambitieux à l'intérieur d'une niche qui aimerait que tout soit bénévole. Tu sais. C'est complexe. Je détonne dans ma niche parce que je suis ambitieuse. J'attire des femmes qui sont ambitieuses, qu'elles sont conscientes qu'elles pourraient aider plus de monde si elles réussissaient à lâcher leur job salarié en étant bien rémunérées pour le travail qu'elles font. Fait que c'est un gros commitment, en fait, dans le milieu, parce que c'est mal perçu, là, je mets des guillemets, mais tu sais, c'est un peu mal perçu de vouloir faire de l'argent sur le dos du monde qui ont besoin de nous. Ça reste quelque chose qui est très profondément ancré dans ces professions-là. Puis mon approche c'est justement pas de charger, comme tu l'as dit, tu sais, des fois on voit des prix faramineux, puis il y a des ordres qui... Oui, tout à fait. Mon concept, c'est vraiment de réussir fixer un prix à la valeur, c'est que ton client, il est d'accord de payer ça, qu'il perçoit que c'est correct, c'est pas... Et c'est pas over too much non plus, là. Il y a vraiment... mettre un prix sur quelque chose, là, c'est tout un art, là. C'est... Pour tous les entrepreneurs en général, là, c'est quelque chose. Mais encore plus, dans ce milieu-là, on dirait qu'il y a quelque chose de... qui accroche. Puis, j'attire ces femmes-là qui disent « Moi aussi, je suis d'accord que j'ai une profession, j'ai une expertise, puis que c'est pas vrai que je vais juste faire du bénévolat, puis que je serai pas payée, tout ça. » Fait que j'attire cette gang-là aussi. Puis ils réussissent à mettre en place des systèmes comme ça, puis quand elles voient qu'elles peuvent, pour vrai, redonner à encore plus de monde, aider encore plus de monde, mais là, elles sont tellement motivées, puis elles veulent continuer puis développer donc d'autres services, aller rejoindre, avoir une plus grande visibilité pour leurs services. Mais ça commence par des petits pas, puis comprendre que t'as pas, toi, à te sacrifier, toi, pour aider les autres. Et ça, si la cliente qui vient là en coaching avec moi, elle n'a pas encore traversé ça, ben je ne peux rien pour elle. J'aurais beau lui expliquer toutes les méthodes de pricing, de modèles d'affaires éthiques, puis de stratégie de vente, mais si elle n'a pas traversé ça, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Il y a beaucoup de... On le dit, là, en entrepreneuriat, 20% de stratégie et 80% de mindset. C'est ça. C'est beaucoup ça. Oui, parce que même parfois, en faisant l'exercice dont tu parles avec ajoute un zéro, des fois, tu arrives à un prix, puis il te rend inconfortable, ce prix-là. Ben oui. Et tu te dis, si je suis inconfortable, est-ce que je vais arriver à le vendre? Oui. Si tu arrives à l'appel découverte, puis là, quand vient le temps de dire ton prix, ben là, tu t'anticipes, t'as chaud, tu te dis, OK, ben là, ça va être temps. Puis là, tu sais, je caricature, là, mais... C'est ça. Tu sais, c'est moins vendeur, parce que c'est sûr que si t'as pas l'air convaincu de la valeur, ça va être dur de rassurer et de véhiculer que c'est vraiment ça la véritable valeur. Fait que est-ce que pour toi, dans les conseils que tu donnes, c'est de prendre le temps de comme intégrer, si on veut, le prix avant de le charger? Comment tu vois ça, toi? La première étape, souvent, là, je pars de leur motivation profonde. Pourquoi tu es en affaires, puis pourquoi tu veux pas
être salarié dans la vie, tu sais, pourquoi? Le vrai, pourquoi pas? Je veux aider les familles. Non, OK, c'est beau, là, mais pourquoi? Là? Réellement. Parce que quand ça va être tough, là, aider les familles, tu vas voir, tu vas prendre le bord. Mais pas pour vrai, là, pourquoi? Puis quand on parle de ça, on s'en vient généralement aussi à parler de pourquoi elles font ce qu'elles font, comment elles font ce qu'elles font, puis d'où elles viennent, leur expertise, puis on assoit vraiment des bonnes bases. Voici tout ce que tu as dans ta tête comme connaissance. Voici tout ce que tu as comme expérience dans ton petit sac à dos. Voici comment tu peux, toi, réellement aider les gens. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme toi seul peux le faire? J'essaie vraiment de leur donner du jus aussi sur qui elles sont, comment elles peuvent accompagner les gens. Puis quand tu es convaincu de la valeur que toi-même tu peux apporter aux gens par ton service, puis après ça, quand tu décantes le prix, puis que tu le testes, puis là, tu as les premières réactions de tes clients. Souvent, je leur dis, c'est là que tu vas le savoir. Faut que tu l'essayes, ton prix. Faut que tu le dises. Faut que tu te pètes un peu les dents dessus. Surtout quand tu charges, je sais pas moi, 100$ depuis super longtemps, puis là, tu montes à 500. Tu sais, oui, là, ça va faire... C'est sûr, mais essaie-le. Puis récemment, une de mes clientes, elle faisait des appels connexion comme ça. C'est une accompagnante à la naissance. Puis on a modifié un peu son prix. Puis là, elle a dit son nouveau prix, mais qui est pas... Moi, j'étais comme, tu pourrais mettre encore un petit 200$ plus cher. Mais là, elle était comme, non, je vais laisser. J'ai comme, OK, laissez-le. Elle rencontre la famille, elle dit, je leur ai dit mon prix. Ils ont dit, OK, oui. Aucune objection, aucun rien. Je dis, tu vois, là, si tu te fais jamais dire non sur ton prix, qu'il n'y a jamais aucune objection que ton client sort, là, peut-être que ton prix, il est un peu trop bas, tu sais. Ils font « Hey, c'est un deal! » Ils perçoivent déjà... Quelle aubaine! Ça veut dire que ton client, il est là « Wow, quelle valeur cette femme peut m'offrir! Hein, c'est juste ce prix-là, go! Maudit deal! » tu sais. Ouais. C'est un bon signe quand ça t'arrive de faire « Ah, ben peut-être que je pourrais augmenter un petit peu mon prix, tu sais. » Hey, vraiment, c'est un bon point. Puis, tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'école de penser d'y aller comme une marche à la fois. Ouais. C'est-à-dire que, pour moi, c'est plus confortable d'aller dans des hausses, on va dire, plus progressives que de faire un gros gap, justement pour être capable de l'intégrer. Puis, je dis souvent à mes clientes que, des fois, c'est la première fois où je vends, par exemple, un service au nouveau prix. C'est comme si à partir de ce moment-là, j'ai la validation et dans ma confiance par rapport à ce prix-là, c'est réglé. Je sais pas comment le dire, c'est vraiment... J'ai juste à le vendre une fois à ce prix-là et dans ma tête, j'ai fait comme « Parfait, c'est validé, ça vaut ça. » Tu sais, bien sûr, j'ai fait le travail en amont, là, comme tu parles, mais je pense que c'est important aussi de se mettre une espèce de... Tu sais, de voir comment, à quel moment qu'est-ce qu'on a besoin comme validation pour justement mieux ressentir cette confiance-là quand vient le temps de le dire. Puis je sais aussi que, par exemple, des fois, c'est on va dire, des services qui sont plus sur mesure, adaptés, customisés, tout ça. Et là, ça peut être intéressant de l'envoyer sous une forme, tu sais, une forme plus en proposition, où là, tu sais, on va prendre le temps de décortiquer un peu ce que Rosalie parle aussi elle est venue parler de ça justement sur mon podcast. Pour ça, je la name drop, je vais mettre le lien vers l'épisode aussi. Oui, Rosalie des fois, Côté. ça peut être intéressant. C'est ça, Rosalie Côté, ça peut être intéressant de présenter de manière imagée, en texte, dans un document, quand on se sent peut-être moins confortable. Ben oui. Puis après ça, ben avec le temps... Oui, puis c'est de jouer à la vendeuse. Sortez votre enfant intérieur, d'accord? Allez reconnecter avec votre enfant intérieur. Puis quand on est enfant, là, on fait des jeux de rôle. Tu sais, on joue au caissier, à la madame, au pompier. On devient un personnage. Souvent, c'est ce que je dis à mes clientes. Connecte avec ton enfant intérieur, là, puis joue-le quand tu fais un pitch de vente. Tu sais, joue-le ton prix de le dire. Commence par soft, toi-même, à ton miroir, OK, puis après ça, parle-en autour de toi, mais là, pas à ta tante Ginette, elle est pas ton client idéal, tu sais. Des fois, les gens disent, oui, mais j'en ai parlé à ma mère, puis elle trouve que c'est un bon prix. Est-ce que ta mère est ton client? Si oui, parfait, mais si ta mère est pas du tout ton client idéal, ça sert à rien de lui dire le prix pour qu'elle te donne un feedback. Le meilleur feedback que tu vas avoir, c'est de tes clients idéaux, clairement. Mais t'es pas obligé de faire une augmentation bing bang pouf, one shot, un gros montant. Non, comme tu dis, apprivoise ton prix. Commence doucement, tu sais. Fake it until you make it. Essaie-le.
Il y aura pas, Ouais. il y a pas de changement si tu changes rien, tu sais, si tu te mets pas en action, il y a rien qui va changer, puis si tu veux changer ton prix, c'est cool, mais t'as pas besoin de le changer d'un coup. Tu peux le changer par petits bouts. Exact. Puis tu sais, ça me fait penser aussi un peu au marché des photographes. Je donne Mhm. l'exemple parce que, tu sais, en photo, on peut retrouver vraiment tous les tarifs. Effectivement. Ça va de des pinottes, là, tu sais, vraiment des gens qui font ça comme hobby pour le plaisir, mais qui, justement, sont pas rendus à l'étape de reconnaître leur valeur et de charger un prix conséquent ou qui explorent, puis, tu sais, Ben ils se oui. donnent l'espace, là, je juge pas du tout, Non, non, mais c'est mais une il y a cette réalité. fourchette-là. Mais oui, Oui. oui, tu sais, moi, je sais pas, je m'achète un appareil photo, je vire sur le top, je me mets à faire des séances. J'assumerai pas un prix professionnel parce que je le saurais pas encore, tu sais. Fait qu'on a vraiment toutes les fourchettes de prix, puis on a les photographes de renom internationaux tu sais, qui sont reconnus pour leur respective et qui peuvent charger des milliers de dollars pour une simple photo. Fait on a vraiment une grande fourchette. Fait que c'est pour ça que des fois, quand on se compare, il faut comme relativiser aussi. Tu sais, c'est-à-dire que oui, peut-être qu'une telle va charger le gros prix, mais moi, je suis pas rendue là dans mon cheminement à moi. C'est pas ça que j'ai le goût de faire, ou c'est pas ma mission, ou c'est pas comme ça que j'ai le goût euh, de servir. Mais il faut pas non plus juste se comparer à celle qui charge justement des pinottes qui commencent en se disant ouais, mais là, mes clients, ils auraient le choix de faire affaire avec elle. Tu sais, ça leur coûterait vraiment moins cher. Ouais. Mais tes clients, peut-être qu'ils n'ont pas le goût d'avoir la photo débutante, on va dire ça comme ça. Pause Ils ont le goût de Sears. l'expérience pro. Oui, c'est Ouais. ça. C'est ça. Mais tu C'est veux-tu d'ailleurs mon premier emploi à vie, ah oui, hein, en passant. prendre des photos Photographe au Sears? studio de photo Oh. Sears, ouais, à 15 ans. C'est un autre C'est sujet. un autre- Je te garantis que j'étais pas professionnelle. Wow! Faudrait un autre podcast C'était là-dessus. un autre Nos podcast, premières mais tu sais, jobs. c'était comme une caméra sur trépied, Ouais. hein, fait que ça demandait pas autant de skills, Quand même. d'aptitude, mais bref, parenthèse fermée. Oui, mais je bondis là-dessus parce que et c'est tous les entrepreneurs, on vit ça. Tu sais, le photographe, le pro de la périnate, tout le monde vit ça. Un moment donné, tu te lances, surtout dans ton démarrage, t'es comme, quel prix mettre sur mon service? Puis là, t'as des sueurs froides, tu sais pas trop, puis tu compares d'autres prix. Tout à fait normal, parce que ton client, il magasine, là. Et Ouais. moi, ce que j'aime rappeler à mes clientes, c'est, veux-tu vraiment te démarquer par ton prix? Tu sais, veux-tu compétitionner sur le prix? T'es pas Walmart, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas une stratégie de prix à adopter d'être le moins cher. Veux-tu être la moins chère? Tu veux-tu que tes clients, ils t'aient choisi parce que t'es la moins chère ou parce que t'es la meilleure? Parce que t'es l'experte dans la région, là-dedans. Puis là, ils sont tous, ben, Ouais. l'experte, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr. Tu peux pas compétitionner sur le prix. On n'est pas des grosses... on n'est pas des grosses industries, ça se fait pas, là, tu sais, il va toujours y avoir quelqu'un de moins cher que toi. Mais il y a personne qui fait les choses comme toi, tu les fais. C'est ça à mettre en valeur, c'est ça à mettre en avant, puis c'est dans notre marketing, dans la façon qu'on discute. Je leur dis, là, les modèles d'affaires éthiques, c'est bien beau sur papier, là. Mais si t'en parles à personne que c'est ça que tu fais, mais tes clients, ils vont pas le savoir, ils vont pas te choisir parce que tu as cette particularité-là, toi, de prendre un pourcentage puis de redonner à d'autres clients de ta communauté. Ça devient la base un de tes piliers, du moins, de communication, que tu as ça en place dans ton entreprise, tu sais. Ben vraiment. Ben vraiment. Puis tu sais, le prix, c'est une des variables qui doit être en cohérence avec les autres. Fait que tu sais, c'est de pas s'attarder. Tu sais, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui s'attardent, je trouve, un peu trop à la question du prix comme étant un enjeu. Genre, je vais pas. Ah, j'ai de la misère là parce que là, on me dit que je suis trop chère. Mais je pense pas que c'est justement le premier point de départ à analyser dans ce temps-là, dans la situation. Là. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais on Ouais. dirait que je regarderais tout le reste avant de regarder le prix. Oui. Parce que c'est un peu le... Tu sais, tu disais, on veut pas être le Walmart, mais justement, tu sais, si Walmart compétitionne sur le prix, qu'est-ce qu'il met en place autour pour être capable de le faire? C'est ça, tu sais, c'est le choix de produit, Ouais. le choix d'expérience en magasin. Là. On n'est pas dans le wow patawa, on est dans... C'est pas si chez T'sais, Dior, là. Tu sais, c'est pas pareil. Non, c'est ça, là. Non, on fait pas vivre la même expérience de magasinage. Donc, tu sais, c'est ça. Faut réfléchir à tout ça, là, c'est clair. Oui, vraiment, vraiment. Tu veux pas... t'es un trop petit joueur, là, je fais des guillemets encore, mais tu sais, un travailleur autonome, un solopreneur,
On n'a pas la machine marketing derrière nous pour être capable de compétitionner sur le prix le plus bas. Ah, ôtez-vous ça de la tête, là, c'est vraiment pas là. Souvent, quand ton client dit c'est trop cher, c'est pas que est-ce qu'il te dit ça? Des fois, c'est ça qu'on pense entendre, mais est-ce que textuellement, ton client il t'a dit c'est trop cher? Parce que souvent, c'est pas ça qu'il dit, on interprète ça. Ben, c'est parce que c'est la porte de sortie Mais facile, oui. hein? Souvent, ce qui est facile, mettons, t'es prise là au concessionnaire automobile, t'es inconfortable avec le vendeur, t'es pas bien, tu vas dire c'est trop cher ou faut que j'en parle à mon mari. Oui. Tu sais, Oui, c'est oui. la porte de Eh sortie, oui. mais la vraie Elle est raison, cachée fondamentalement, derrière. c'est comme ah, ben finalement, c'est pas l'auto que je pensais ou le vendeur me tape sur le chou, je vais aller ailleurs. Tu comprends? Il y a Oui. tout ça, là. Mais on va pas le dire. On va pas le dire, ah, je suis pas à l'aise ou finalement, c'est pas l'offre qui me convient. Des Exact. fois, ces mots-là sont plus difficiles. Donc, Oui. de baliser ça avec la petite porte de sortie de j'ai pas le budget, désolé. On fait tout C'est plus ça. facile. Ton client va Hum, faire ça, surtout en appel, quand tu es en appel de vente ou en appel connexion, là. Ça hum, arrive, là. Puis c'est pour ça que je dis à mes clientes, sors vite à l'étape de dire ton prix. Quand tu es sûr que tu peux les aider, là, que c'est un bon fit, là, que tu es sûr que ta solution répond réellement à leurs problèmes, parce qu'on ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois sûr que oui, tu peux réellement aider ce client-là, sinon tu le réfères. Mais là, tu peux l'aider, tu lui dis tout de suite, ben good, moi, je pense qu'on peut travailler ensemble. C'est 1300 $, je te mets dans mon agenda la semaine prochaine. Là, ils vont faire, et là, ils vont tout te sortir ça. Ah, faut que j'en parle à mon mari. Ah, c'est over mon budget. ouais. Ah, et donc là, tu peux poser des questions et creuser plus loin. C'est ta job à toi, d'expert de ta solution, de creuser dans ton client. Donc, qu'est-ce qui l'empêche de passer à l'action? C'est quoi la peur, en fait, qui vient là? C'est-tu parce que c'est un gros move dans sa vie, là, de finalement prendre un coaching parce qu'il a jamais fait ça, puis il pense Hum, qu'il n'est pas rendu là dans sa business, ou de commencer à faire de ouais. la pub, ou de, tu sais, tout ça, c'est souvent, ça cache des peurs, en fait, dire que, ou un manque de confiance en le vendeur, un manque de confiance en le service. C'est Hum. un nouveau service, t'es pas sûr, il n'y a pas de témoignage, t'as aucun de tes amis qui l'a fait, t'as connais pas cette coiffeuse-là. Tu C'est vrai. souvent, c'est ça, tu sais. Excellent point. Ouais. Mais De creuser. c'est un peu notre Il y a job des petits de trucs. creuser en tant qu'expert, de pas juste dire ah ben il m'a dit c'est trop cher. Non, non, ben tu sais, toi, t'es-tu convaincu que tu peux l'aider? Ben oui, ben trouve pourquoi d'abord. Lui, il est pas aussi convaincu que toi. C'est ça. Clairement, j'aime beaucoup cette approche-là que tu proposes et j'ai envie en fait d'ouvrir sur une belle opportunité à celles qui écoutent, qui se reconnaissent dans les discours qu'on a parlé aujourd'hui, peut-être qui travaillent dans le domaine de la périnatalité, peut-être dans le domaine du bien-être, je pense à des naturopathes, tu sais, je te dirais que c'est assez large, mais Oui. le sommet va quand même, que tu proposes, en fait, va parler du monde de la périnatalité, mais il y a des beaux sujets. Je ne sais pas si tu veux nous parler un peu du format que tu proposes, en fait, pour ce sommet-là. Oui, oui, mais merci là, de la fenêtre pour en parler. Là, c'est le sommet Entreprendre en périnatalité. Donc, c'est vraiment moi, ce que j'aurais aimé avoir et savoir quand je me suis lancée dans le domaine de la périnate, c'est un format tout autant virtuel, donc un sommet virtuel. C'est 5 conférences durant une semaine. Donc, c'est du 25 au 29 novembre 2024. Et il va y avoir, des fois, c'est 2 conférences par jour. Fait que je dis pas une par jour, là, parce qu'il y a 5 conférences, des moments de réseautage pour apprendre à connaître d'autres professionnels aussi, parce que tout le monde vit les mêmes défis, se pose les mêmes questions, puis de voir qu'on est une gang, on dirait que ça nous fait du bien, là, de savoir qu'on n'est pas tout seul de bizarre. Il y a des tables rondes, il y a des surprises, tout ça. Donc, ça se passe tout en virtuel durant une semaine et Mélanie est une des conférencières invitées lors du Oui. sommet en plus. Ça va venir nous parler de ce qu'elle connaît le mieux. Ta maison sur le web, stratégie web, marketing web, ça va être super le fun. Oui, j'ai vraiment hâte. Puis je pense que je trouve ça le fun, en fait, qu'il y ait un événement comme ça qui soit très spécifique, tu sais, au niveau de ta clientèle. Je trouve ça intéressant parce que des fois, c'est des événements qui sont très, très larges au niveau de, tu sais, oui, de la cible, mais je pense que ça va permettre justement d'avoir des stratégies qui sont très concrètes, applicables à ce milieu-là, à ce genre de service-là. Donc, je trouve ça bien intéressant, puis j'ai hâte
J'ai vraiment hâte de vivre l'expérience pour la première fois. Puis en plus, tu as ouvert un Discord, fait que là, ça va ouvrir comme petite communauté, un forum. J'aime bien ça, j'aime bien Ah ça. oui, puis le choix de le nicher, extrêmement nicher, ce sommet-là, il n'est pas tombé du ciel non plus. C'est que les professionnels de la périnate, cette petite bête en soi, quand on lui dit « Hey, by the way, t'es un travailleur autonome. Hey, by the way, t'es rendu un solopreneur. Hey, by the way, t'es un entrepreneur. » Ils font comme « Hein? Pour vrai? » Tu sais, ils ont pas... Ils viennent de Ils l'apprendre. viennent de l'apprendre, contrairement à quelqu'un qui dit, un peu comme toi, t'as une expertise en marketing, tu agis en PME, puis là tu dis, ben non, je vais me lancer à mon compte. T'es comme, je fais le switch à l'entrepreneuriat. Mais en périnatalité, c'est comme des passions, ils trippent sur ce qu'elles font, puis ils font comme, ah, ben je peux échanger ça contre de l'argent, donc tu sais, en vivre peut-être. Puis là, maintenant, on leur dit, ben oui, ben t'es un solopreneur. Hein? Ils arrivent comme par en arrière. Fait qu'elles ont pas elles te posent pas des questions, elles savent pas qu'elles deviennent une chef d'entreprise. Puis ça, c'est mon rôle à moi. C'est vraiment là que j'interviens. Je dis, viens apprendre à être une chef d'entreprise. Tu es une experte de la périnate. Maintenant, il faut t'apprendre l'autre 50% de ta job, qui est d'être une chef d'entreprise, tu sais. Ah, je savais pas. Ouais, c'est ça. Parce que t'es un professionnel de la périnate, puis tu te présentes au centre local d'emploi pour être accompagné au niveau de l'entrepreneuriat. La première chose qu'ils disent, ils sont comme, OK, fais un plan d'affaires. Et là, les filles sont comme quoi? Donc le sommet, c'est beaucoup plus lié à la réalité de la professionnelle qui se lance en affaires, qui est à son compte, qui est en démarrage en fait. On répond plus à des questions pratico-pratiques comme les stratégies de visibilité sur le web, entre autres, avec toi. T'sais. Exact. Moi, c'est ce que je vais parler, mais avec les autres invités, je pense que tu vas parler aussi de finances personnelles. Oui. Si j'ai bien... Oui. Finances personnelles, cool. On parle de productivité liée avec ton cycle féminin. Ça va être vraiment intéressant. On parle aussi de te calmer le pompon quand tu es travailleur autonome, solopreneur, comment tu gères ton système nerveux, qui est un paramètre qu'on parle très peu chez les solopreneurs. Une bonne compétence à travailler. Clairement, clairement. Et puis là, je dis ça, il va y avoir, Rosalie Côté, on en a parlé tantôt, elle va venir nous parler justement de comment communiquer sa valeur, entre autres. Et voilà, là, un full circle. Tout est dans ça, tout. On en a 5, j'ai dit toutes les 5. C'est ça. Tout a été dit. Fait que c'est vraiment... Non, mais je trouve ça super cool comme intégration des sujets. Je pense que tout est comme un peu interrelié puis fait beaucoup de sens dans la programmation. Fait que j'invite finalement toutes celles qui sont intéressées à s'inscrire. Évidemment, là, t'as name droppé quelques ressources, je vais toutes mettre dans les liens de l'épisode, mais surtout en premier plan, le lien pour s'inscrire pour le sommet, parce que là, il reste quelques temps là, entre la diffusion d'épisodes et le moment du sommet pour s'inscrire puis en profiter. Puis je pense que ça va être un beau moment. C'est sa deuxième édition, je pense. Oui, la deuxième édition déjà. Bon. Voilà. Fait que c'est toujours... c'est toujours une deuxième version où on améliore à chaque fois. Hein. Puis je sais qu'on s'en est parlé aussi avant l'enregistrement. Donc... venez découvrir ça, un beau sommet où on va parler d'entrepreneuriat, parce que oui, vous êtes entrepreneur, c'est important. Oui. Donc, super, un gros merci Stéphanie d'être venue me jaser. Tu m'as vraiment allumé plein de petites lumières sur la tarification éthique. On dirait que je vois l'application de ça, même à mon niveau, mais aussi j'ai pensé à certaines clientes qui ont aussi cet enjeu-là de, tu sais, vouloir servir, mais en même temps, crime. Vouloir en vivre, ce qui est tout à fait logique et normal. Fait que merci, des belles réflexions. Merci, énorme merci à toi de m'avoir permis justement d'en parler parce que c'est méconnu. C'est vraiment méconnu. Oui. Il faut en parler parce que ça répond à un besoin réel de beaucoup d'entrepreneurs, en fait, d'être en adéquation avec leurs valeurs, tu sais. Tout à fait. Puis j'espère que dans les prochaines années, on va voir de plus en plus ce mode de pricing-là naître dans plein de secteurs d'activité. Qui sait, un avocat, pay what you can. Why not? Pay what you want, je sais pas. Why not? Bon, certains vont me dire que c'est l'aide juridique, mais non, je parle peut-être pas les avocats, mais bref, pour revenir sur notre discussion. Fait que j'espère, en fait, c'est ça mon mot de la fin, là, j'espère voir ça de plus en plus. Puis merci d'être venu nous en parler sur le podcast. Un énorme merci de m'avoir invité sur ton podcast, qui est d'ailleurs aparté comme ça. Quand j'ai commencé, moi, comme entrepreneur, j'écoutais intensément 2-3 podcasts d'entrepreneuriat, dont le tien. Fait que
J'étais un Hein? peu intimidée quand tu m'as dit « Ah, viens sur le podcast. » Je fais « Oh, wow! » J'ai trouvé ça très Oh! touchant. J'ai comme « Ah, Merci de me le partager. ça fait vraiment plaisir. » Moi, j'ai trouvé ça... c'était sortir de ma zone de confort. Ça m'a fait plaisir de venir. Oh. Puis en plus, t'as un podcast. Je vais mettre le lien aussi dans les notes de l'épisode, mais toi aussi, t'as un podcast. C'est un beau média. Je suis très choyée d'avoir embarqué là-dedans en 2021. J'aime toujours ça. T'sais, j'ai pas perdu la petite flamme, l'intérêt. Puis tu vois, ça me donne l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont des beaux messages. Fait que merci d'être venu, puis c'est le fun, merci de me le partager. Ça fait toujours un petit velours de savoir quand vous m'écoutez, là, même celles qui m'écrivent des fois sur Instagram, genre Hey, j'ai écouté ton épisode cette semaine, c'est full intéressant. Tu sais, nous, on voit des stats, là, on voit des stats d'écoute, on sait que, tu sais, X nombre de gens l'ont écouté. On sait pas c'est qui, on sait pas il arrive d'où, fait que des petits messages, ça fait toujours bien plaisir. C'est vrai, ça. Vraiment. Fait que merci beaucoup, Stéphanie. Puis merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode. À bientôt. Bye! Bye!